مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire du Maghreb al-Aqsa connaîtra des périodes de profonds troubles qui mèneront à la guerre civile, mais moins fréquemment, il y a eu aussi des apogées dont le souvenir nous est parvenu. C'est justement l'un des grands noms de cet âge d'or dont je vais vous raconter l'histoire. À la mort du prophète en 632, les musulmans sont envahis par un désir irrésistible d'expansion. Après la mort des 4 califes rachidun, qui ne sont autres que les compagnons du prophète, un nouvel empire s'impose, le califat omeyyade. Dans la continuité du califat précédent, ces armées sont déployées vers toutes les directions du monde connu, à cheval sur 3 continents. Mais alors que la conquête suit son cours sans réelle résistance, les troupes arabes à l'origine de cette avancée sont arrêtées en Afrique du Nord. Les populations berbères qui y vivent ne sont pas désarmées, et tout comme les Arabes, elles possèdent une structure clanique et une solidarité tribale. Ainsi, durant plusieurs décennies, les deux peuples vont tour à tour s'infliger des revers. Durant cette époque, les villes d'Afrique du Nord sont occupées par l'Empire romain, tandis que les campagnes sont peuplées de tribus berbères ne reconnaissant aucun pouvoir. Les généraux arabes ont finalement compris qu'il est beaucoup plus facile de prendre une ville romaine avec une population urbanisée et désarmée, plutôt que de combattre des confédérations tribales armées et solidarisées entre elles. Les troupes arabes finiront par vaincre les berbères au début du 8e siècle, mais ils ont appris les leçons passées. À chacune de leurs victoires, les berbères revenaient à la charge pour les défaire. Le gouverneur général d'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr, aura à ce moment une idée brillante et décisive. Celui d'associer les berbères aux conquêtes musulmanes en échange d'une conversion à l'islam. Les berbères acceptent cette proposition en masse. La raison à cela est à rechercher dans le partage des richesses. En effet, les berbères, tout comme les premiers arabes, sont avant tout motivés par le butin. Une fois ce pacte scellé, il ne reste plus pour Moussa ibn Nusayr qu'à localiser les terres vers lesquelles il va diriger la violence berbère. L'idée étant de déplacer cette violence contre les Arabes dans une autre direction. Et c'est dans ce contexte que le projet d'une conquête de la péninsule ibérique va peu à peu germer dans son esprit. Le calife omeyyade refuse dans un premier temps la proposition de conquête. Il considère que les frontières de l'empire sont déjà bien assez éloignées les unes des autres. Mais sur l'insistance de son gouverneur en Afrique du Nord, il promet de reconsidérer sa position si les circonstances y sont favorables. Moussa ibn Nusayr ne perd pas de temps. Il envoie un messager auprès de son gouverneur de Tanger, qui n'est rien de moins que le héros de cette histoire, et le charge d'envoyer un détachement traverser le détroit et de mener une mission de reconnaissance dans la péninsule ibérique. L'objectif est clairement défini, rendre compte de la situation militaire et politique de ce territoire inconnu. Le gouverneur de Tanger choisit l'un de ses plus fidèles amis pour mener cette mission, un berbère du nom de Tarif ibn Malik. Il est accompagné par un groupe de berbères habitués à ce genre de manœuvre, mais il trouvera aussi sur place des autochtones prêts à leur fournir des guides et des informations en échange d'argent. La terre que foule Tarif ibn Malik est occupée par l'empire wisigoth, des Germains originaires du nord de l'Europe. Le roi qui la gouverne porte le nom de Witiza. Son court règne fut marqué par une certaine tranquillité, mais sa fin est proche. Il a 2 principaux prétendants à sa succession, son fils Aguila au nord de la péninsule et le duc Roderick au sud, qui ont des prétentions et une légitimité à faire valoir. Les 2 parties ne trouvent aucun accord pour sa succession. Une guerre civile débute alors entre les partisans des 2 prétendants. Roderick aura l'avantage sur Aguila et se fera couronner roi. La minorité juive est soumise à une persécution sans précédent de la part des Wisigoths. Roderick va durcir encore plus les lois déjà en vigueur qui considèrent les juifs comme des biens appartenant à l'État. Ils sont dorénavant soumis à l'esclavage. Les conversions forcées au christianisme ne modifient en rien leur situation plus que précaire, car les Wisigoths souhaitaient finalement une séparation en bonne et due forme entre la population germanique et juive. Les historiens rapportent une histoire qui entache davantage la piètre moralité du nouveau roi. Le comte Julien de Septa a envoyé sa fille au palais wisigoth pour que celle-ci puisse avoir une éducation royale.
Mais cet acte de loyauté sera mal interprété par Roderick. Il tente de séduire la jeune fille, mais cette dernière ne cède pas à ses avances. Personne ne peut dire non au roi sans en subir les conséquences. Les sources rapportent qu'il déshonorera la fille du comte. Les historiens sont partagés sur la véracité de l'histoire, certains pensent à une légende, et pour d'autres il y a là une part de vérité. Julien est un personnage énigmatique qui varie selon les sources. Il est considéré comme romain par certains, wisigoth par d'autres, mais les historiens modernes font de lui un gouverneur berbère au service des Wisigoths dans sa ville de Septa. Si cette histoire continue d'être débattue par les historiens, c'est que le rôle du comte Julien sera décisif pour l'avenir du pouvoir wisigoth. Après plusieurs mois passés de l'autre côté du détroit, Tarif ibn Malik apporte de très bonnes nouvelles au gouverneur de Tanger. La péninsule ibérique est en proie à une guerre civile totale, la population est décimée par les famines et les minorités sont persécutées. La situation est plus favorable que jamais pour une expédition. Moussa ibn Nusayr est prévenu par son gouverneur et il s'empresse d'en informer le calife Omeyyade à Damas. Ce dernier est désormais convaincu par cette opportunité rare qui ne se représentera sans doute jamais. Il donne son accord définitif pour la conquête de la péninsule ibérique. Ordre est donné aux Berbères de se préparer pour la traversée. Les espions du comte Julien ont remarqué des mouvements incessants sur le détroit, depuis la ville de Septa. Ils en avertissent leur maître. Ce dernier entre en pourparlers avec les musulmans et à sa grande surprise, il apprend que ce n'est pas lui qui est en danger, mais les rois wisigoths. C'est là une occasion inespérée pour lui de venger l'honneur de sa fille. Julien souhaite régler ses comptes avec Roderick et il propose pour ce faire de fournir certains des navires qui emmèneront les troupes nombreuses. Les soldats se préparent avec à leur tête le gouverneur de Tanger, un homme qui déchaîne les passions jusqu'à nos jours. Les poètes ont loué sa bravoure, les rois ont désiré posséder sa notoriété, et les généraux durant des siècles à s'en inspirer. Il connaîtra la postérité sous le nom de Tariq ibn Ziyad. Les origines et la vie de Tariq ibn Ziyad sont assez mal connues. L'historien Ibn Idari affirme qu'il est issu de la confédération Lawata située dans l'actuelle Libye. Il faut toutefois préciser que comme pour toutes les confédérations berbères, certaines de ces factions ont migré dans tout le nord de l'Afrique. Sa date et son lieu de naissance sont à ce jour inconnus, et comme pour d'autres qui viendront après lui, il est difficile de distinguer les faits qu'il a accomplis des légendes fabriquées par certains chroniqueurs. Malgré ces lacunes qui concernent surtout sa jeunesse et son parcours, les historiens peuvent s'appuyer sur certaines informations. Son origine est indiscutablement berbère, sans connaître avec certitude sa tribu d'origine. Nous savons également qu'il était un serviteur ou un esclave de Moussa ibn Nusayr avant d'être affranchi, et nous apprenons qu'il a été élevé au rang de gouverneur de Tanger par ce dernier. Les navires sont prêts pour la traversée. Il est temps pour le gouverneur de Tanger d'échanger son grade pour devenir le général Tariq ibn Ziyad. Il embarque avec une armée de 7000 soldats, tous issus des Berbères, à l'exception de quelques Arabes qui avaient la fonction d'islamiser ces musulmans fraîchement convertis. Les troupes débarquent sur un immense rocher près duquel ils installent leur campement durant plusieurs jours. Ce rocher célèbre dans le monde entier portera éternellement le nom de celui qui l'a conquis, Jabal Tariq, traduit par Gibraltar. Une fois arrivé dans la péninsule ibérique, l'histoire retiendra un moment mémorable connu de toutes les générations, mais qui là encore partage les historiens sur le degré de véracité qu'il est possible d'accorder à cette information. Tariq ibn Ziyad prend la décision surprenante de faire brûler tous les navires, tout en faisant un discours retentissant en langue berbère. يا أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيعوا من الأيتام على مأدبة اللئام.
Tandis que les musulmans venaient de débarquer dans le sud de son royaume, Roderick le roi wisigoth était occupé à réprimer une révolte au nord de la péninsule. L'un de ses espions lui apporte un message faisant état d'une nouvelle menace au sud. Il ordonne le repli général et se met immédiatement en route en direction de l'ennemi inconnu. Les troupes musulmanes progressent très rapidement en terrassant les quelques contingents wisigoths qu'elles rencontrent. Elles ont pris certaines des petites villes se trouvant sur la côte et qui se rendent sans grande résistance. La population est en colère contre le pouvoir wisigoth qui a mis en place de lourdes taxes. Les musulmans leur font la promesse de les réduire s'ils consentent à ouvrir les portes de la ville. Les espions de Taref ibn Malik font état de l'avancée chrétienne avec une armée de 33 000 soldats, un nombre impressionnant, largement au-delà des prévisions faites par Tariq ibn Ziyad. Il envoie une lettre urgente à son gouverneur dans laquelle il lui réclame des renforts. Moussa ibn Nusayr mobilise alors 5 000 soldats berbères supplémentaires à destination de l'Europe. Les légendes qui entourent la bataille auxquelles nous allons assister sont très nombreuses, notamment l'une d'elles selon laquelle Roderick aurait fait apporter des chaînes sur le champ de bataille afin de faire prisonniers les musulmans capturés. Il aurait même à cet effet convié des vendeurs d'esclaves. Quelle est la part de vérité d'une telle histoire? Nous ne le saurons jamais. Les deux armées sont en chemin, l'une en direction du nord et l'autre en direction du sud. La bataille aura lieu près du fleuve Guadalete. Durant plusieurs jours, les deux armées vont s'harceler par escarmouches interposées, jusqu'au jour tant attendu de la bataille rangée. Les Berbères divisent leurs forces et frappent l'ennemi sur tous les fronts, tout en reculant, pour l'amener à s'épuiser et à perdre patience. Une stratégie savamment pensée par Tariq ibn Ziyad, qui a remarqué la lenteur de déplacement des Wisigoths alourdie par leur équipement. Le combat aura bel et bien lieu entre le général musulman et le roi Roderick, un affrontement qui déterminera l'issue de cette bataille. Après de nombreuses pertes infligées à son armée, Roderick sait pertinemment que sa fin est proche, bien que le désespoir l'empêche d'abandonner. La vie du roi wisigoth arrive à son terme. Il est terrassé par l'épée de Tariq ibn Ziyad. Quelle chance avait-il contre un homme dont la destinée était écrite en lettres d'or à l'intérieur des pages de l'histoire?
L'armée berbère a remporté la grande bataille de Guadalete, qui ouvrit la voie à l'annexion de toute la péninsule ibérique. Moussa ibn Nusayr est agacé par les victoires de Tariq ibn Ziyad, et il débarque à son tour avec 15 000 soldats arabes. Lors de la rencontre entre les deux hommes, il lui fera des reproches sur sa prétendue désobéissance, mais il semblerait plutôt que ce sont les succès de son affranchi qu'il ne digère pas. Ensemble, les deux armées arabes et berbères vont en moins de 2 ans assiéger toutes les villes qu'elles rencontrent sur leur chemin et qui se rendent les unes après les autres, jusqu'à enfin atteindre la capitale Tolède avant de poursuivre au nord dans l'intention de franchir les Pyrénées. Les raisons de l'effondrement rapide du royaume wisigoth sont nombreuses. Les Juifs persécutés par le pouvoir chrétien collaboraient bien volontiers avec les musulmans en leur ouvrant les portes de certaines villes. Les guerres civiles incessantes entre les prétendants au trône fatiguaient les soldats. Mais selon les historiens, ce sont surtout les pourparlers secrets menés par le comte Julien entre les musulmans et les partisans d'Aguila qui mèneront à la défaite complète de Roderick. Les deux ailes qui formaient les rangs lors de la bataille ont reculé, laissant le centre de Roderick se faire cerner par la cavalerie berbère. Les historiens contemporains tentent de résumer ce qui se produisit après la chute wisigoth, en prenant la précaution de rappeler qu'une part mythique n'est pas exclue. Il leur paraît que le gouverneur arabe Moussa ibn Nusayr nourrissait une certaine jalousie envers son affranchi berbère. C'est lui qui dans un premier temps eut l'idée de la conquête de la péninsule ibérique, puis dans un second temps d'y envoyer Tariq ibn Ziyad accompagné de son armée, mais seulement dans l'intention de monter un campement en attente de sa venue. Le général berbère, voyant là une occasion de s'illustrer, a pris l'initiative d'entrer en campagne militaire sans attendre son gouverneur, privant ainsi son ancien maître de la gloire qu'il pensait mériter. Le gouverneur de Kairouan, en colère, rejoindra son affranchi pour le réprimander sévèrement. La haine entre les deux hommes s'intensifie au sujet d'un butin bien particulier, une table en or incrustée de pierres précieuses possédée par la royauté wisigoth. La légende raconte qu'elle aurait appartenu au prophète Sulayman. Ce trésor suscite rapidement la convoitise du calife, qui convoque ses deux gouverneurs à Damas en l'an 714. Et c'est devant lui qu'ils devront régler leur querelle. Tariq ibn Ziyad aura gain de cause, tandis que Moussa ibn Nusayr connaîtra une déchéance. Malgré cela, il ne retrouvera jamais ses fonctions au sein de l'armée. Le calife Omeyyade craignait que la fascination qu'il exerçait sur les soldats berbères ne le rende indépendant du califat arabe. Une large part de la vie du général berbère est encore de nos jours une énigme non résolue. Nous ne connaissons ni le lieu, ni la date de sa naissance et de sa mort. Sa tribu berbère d'origine reste floue, tout comme les circonstances qui ont fait de lui un esclave puis un affranchi. Le contexte qui lui permit de devenir un gouverneur puis un général reste aussi à déterminer. Aujourd'hui sont encore visibles les traces qui nous rappellent cette formidable aventure berbère dans ce qui deviendra Al-Andalus. La ville de Tarifa porte le nom de Tarif ibn Malik, tandis que le rocher, la ville et le détroit de Gibraltar sont un rappel de celui qui fut surnommé un jour Tariq ibn Ziyad.